tu vises quand même un public enterprise. Ouais. Et t'as que de l'inbound aujourd'hui. Il y a juste des boîtes qu'en fait, parfois, tu as envie d'avoir comme client. Quoi. Je lis TechCrunch, je me dis, en fait, cette boîte-là, c'est la nôtre. Et du coup, je deviens obsessed pendant pas mal de temps. Et t'as pas de connexion avec, donc tu cherches à entrer en contact. Exactement, et je nurture. Tu pourrais embaucher à San Francisco des profils tech. C'est une possibilité. Après, on pense que pour créer un hub d'ingénieurs, l'Amérique latine, c'était mieux. Ouais. Parce qu'aussi, à San Francisco, le truc, c'est que t'es une boîte early stage. En fait, tu dois convaincre quelqu'un de bosser pour toi et pas à OpenAI, si jamais il a bossé à OpenAI. Ils peuvent partir très vite, ça coûte très cher. Typiquement, dans un produit comme Formance, c'est même pas limiter le nombre de bugs, c'est juste 0 bug en fait. Le moindre bug peut avoir comme impact un trou dans la raquette côté finance. Comment tu t'assures d'avoir 0 bug? C'est super dur. Ouais, gérer 3 gros points. Salut à toutes les deux. Hello Timothée. J'adore le début parce qu'à chaque fois c'est pareil à deux, personne ne sait qu'en parler. Ravi de pouvoir vous recevoir ici. Merci Anto pour cette proposition de duo. Alors comme je disais en intro, c'est étonnant vos parcours et ce que vous faites et qui vous êtes. Déjà il y a le Anne, Anto, Anne-Sibylle. Ça s'écrit pas pareil. Hein. Ça s'écrit pas pareil, on est d'accord. Il y a deux versions de Anne, mais Anne en plus en non composé, donc ça c'est quand même que les parents se sont connectés à un moment. Ensuite, il y a ce que vous faites, deux fondatrices, c'est quand même rare dans la tech, 2 boîtes dans la finance, finance au global, hein, je veux dire vraiment au sens large, open source, passé par YC, qui décide de se développer aux États-Unis. Et justement, ça va être les thèmes communs de cet épisode. On a plein de choses à aborder. Pour commencer, j'aimerais bien que vous me disiez un peu ce que c'est, chacune de vos boîtes. Anto, je sais qu'on t'a déjà reçu, donc je mettrai en lien, si vraiment t'es mauvaise sur ce pitch de Lago, je mettrai en lien ton épisode pour que les gens le réécoutent, je rigole. Et Anne-Sibylle, ça va être nouveau pour nous d'écouter ce que tu fais. Tu veux commencer, Anto? Oui, donc Lago permet de calculer combien les gens doivent payer. Donc parfois, il y a des modèles sous abonnement qui sont très simples, donc tu payes 10 € par mois et tu peux utiliser ton produit autant que tu veux. Et il y a d'autres modèles qui sont un peu complexes, comme l'électricité, les télécoms, tu as plusieurs produits, tu as du hors forfait, etc. Et donc nous, on fait tout ce qui est billing complexe. On travaille avec des boîtes comme Mistral, Swan en France aussi, Together AI aux États-Unis, Laravel, le dev tool open source. Donc voilà. Nice. Très simple. Anne-Sibylle? Yes, donc nous, chez Formance, on développe, donc la catégorie, c'est vraiment infrastructure financière, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et on a commencé par les fondations qui sont ce qu'on appelle un ledger. Donc ledger, c'est tout simplement en fait une database verticalisée pour les transactions financières. Et l'idée, en fait, est venue de l'expérience de mon cofondateur, qui était un des premiers employés chez Celency, donc marketplace pour la revente de fournitures. Et il a dû implémenter du Stripe et à chaque fois qu'il recevait un paiement, il devait splitter justement cet argent entre les différentes parties prenantes d'une transaction, donc redonner de l'argent aux vendeurs d'une table par exemple, prendre leur commission, gérer une partie aussi du flux pour la livraison, gérer dans des cas un peu plus complexes des histoires de discount ou même de modèles de commission un peu plus complexes. Et donc chez Formance, c'est vraiment un outil pour écrire en fait des flux d'argent complexes entre la phase d'encaissement et de décaissement. Donc on touche jamais l'argent. L'argent va rester sur ton compte Stripe ou sur ton compte bancaire, mais on est vraiment un layer de data qui te permet vraiment de granulariser, on va dire de manière assez custom et assez complexe, ton payment split et ton flow of funds. Voilà. Donc on travaille avec des entreprises, des verticales SaaS, par exemple comme Doctolib ou Booksy, mais également des institutions financières ou des fintechs comme par exemple Liberis dans le lending ou Paynovate dans le secteur des paiements. Ok. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas Lago, ni Lago ni Formance, vos produits sont complémentaires? C'est-à-dire vous pourriez avoir des clients communs où les deux sont utilisés? Totalement. Ah oui, complètement. Il y a un exemple en particulier? Est-ce que vous refilez les clients? Bientôt, on pourra en parler bientôt. On pourra en parler bientôt, ouais. Il y a un truc, on aurait dû faire ça une semaine plus tard. C'est le next step entre le podcast. Après le podcast, c'est vraiment les... Il y a des deals après le podcast. Ça va me faire de la pub, ça. Ça va me faire de la pub pour faire des duos. Exactement. Non, effectivement, on pourra voir ça, je pense, dans peut-être quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas, mais définitivement, oui, il y a des adjacences. Vous avez monté les boîtes en 2021, je crois, 2020 et 2021, si je ne me trompe pas. 2021. Nous, on a commencé en 2021. Ouais. Ah, donc les deux en 2021, ok. Ouais. Et vous avez fait un choix qui est que le produit que vous avez créé, donc les produits, sont open source.
qui est un choix qui est pas... Enfin, tout le monde ne fait pas ce choix-là. Peut-être si on commence là-dessus, pourquoi l'open source? Pourquoi avoir fait ce choix? Comment vous en êtes arrivé là à vous dire il faut absolument le faire en open source, ce produit? Nous, on a commencé en 2021, mais on a pivoté 1 an après. On était des anciennes Conto. Donc, moi, j'étais la première employée VP Growth. J'étais en charge du revenu, de l'acquisition et du pricing. Et chez Conto, on avait toute une équipe billing. Donc, on a construit le billing in-house. Et on n'allait pas assez vite dans les itérations du pricing. Et souvent, on se demandait, est-ce que ça a du sens d'avoir autant d'ingénieurs sur le billing? Ils préféraient on avait un core banking à construire, puisque Formance n'existait pas. Et on s'est dit, c'est pas possible, en fait, sur ce sujet, de staffer autant de gens, que ce soit aussi long de changer le pricing. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas de billing ou de solution billing assez flexible, qui donnait assez le contrôle à Conto à l'époque, puisque comme le billing c'est mission critical, beaucoup d'entreprises cherchent à le garder in-house. Donc on s'est dit, ce sujet il l'a résolu, mais il l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de boîtes en fait qui continuent à construire elles-mêmes. Les ingénieurs détestent ça, donc c'est vraiment le secret, la bonne opportunité à tacler, et que nous on connaissait très bien. Et on s'est dit pourquoi les gens continuent à construire eux-mêmes. Donc, parce qu'ils veulent plus de contrôle, parce qu'ils veulent plus de flexibilité et parce qu'ils veulent construire des use cases qui sont très spécifiques à eux. Et on s'est dit que l'open source permettait d'adresser ces 3 points-là. Et le test était assez simple. Donc, mon cofondateur a posté pour la première fois sur Hacker News à propos des billing nightmares pour les ingénieurs, donc les cauchemars des billing pour les ingénieurs. Et on a eu une traction de folie. Je pense que c'est un des posts les plus successful sur Hacker News, qui n'est pas un post de lancement. Et ça a validé en fait que c'était toujours un énorme sujet et que l'open source pouvait justement adresser ce sujet-là. Okay. Et après, on a construit. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour ça. Anne-Sybille, est-ce que le constat est le même pour toi ou c'est différent? Oui, pas mal d'adjacences. Je dirais qu'il y a effectivement 3 points auxquels je pense qui sont assez complémentaires ou adjacents à ce que tu viens de dire. Le premier, c'est par la nature du produit que tu builds. Donc nous, dans notre cas, un des composants les plus critiques des infrastructures financières. Jusqu'à présent, effectivement, les entreprises construisaient ce ledger par eux-mêmes pour garder la main dessus, le contrôle et l'ownership. Et effectivement, il y avait pas mal de boîtes qui avaient écrit dessus sur le fait qu'ils ont dû construire un ledger par eux-mêmes, donc des Airbnb, des Uber, en 2016-2017. Et un des points clés, c'était on l'a fait parce qu'on ne veut vraiment pas reposer sur une black box en ce qui concerne, encore une fois, une brique critique. Donc ça, complètement aligné. Je pense que là aussi, où c'est le cas chez Lago et Formance, par rapport à l'open source, quand ça fait particulièrement sens, c'est quand ton persona et l'équipe tech. Donc dans notre cas, c'est le decision maker, c'est généralement le VP of Engineering ou le CTO. Nos champions, ce sont les développeurs. Et effectivement, l'approche open source fait que ils sont tout de suite beaucoup plus à l'aise avec le produit, ils peuvent inspecter le code et effectivement, en termes de sales cycle, ça peut l'accélérer dans une certaine mesure, dans la mesure où l'open source crée cette confiance-là. Et le troisième point qui est assez spécifique pour le coup à ce qu'on construit chez Formance, c'est que le secteur des paiements pour le coup est très segmenté. Donc effectivement, nos clients principalement utilisent des Stripe, Adyen, du PayPal ou veulent se plugger directement à des grosses banques. Mais dès que tu n'opères pas sur les plaques géographiques où ils sont, tu as besoin de te plugger à ton PSP local. Et typiquement, notre produit permet vraiment de se connecter à, pour le coup, n'importe quel type de PSP local. Et ça, c'est dû à l'open source parce qu'on permet en fait à nos utilisateurs de créer leur propre connecteur pour adresser justement cette long tail de PSP. Et donc là, dans ce cas-là, l'open source est hyper utile. PSP, c'est quoi? Ah, pardon. Payment Service Provider, donc des Stripe, des PayPal, des Adyen, qui te permettent d'accepter les paiements en ligne sur ton application ou sur ton site web. Je vais vulgariser un petit peu. Pourquoi toutes les boîtes ne font pas d'open source? Tous les produits SaaS, notamment. Bonne question. Pardon. Non, je pense que ça demande beaucoup... C'est très exigeant. Ouais. En fait, nous, et Formance aussi, on adresse des développeurs et on donne accès à notre code. Donc, si on commence à faire quelque chose de pas propre ou qui n'a pas de sens, on ne peut pas le cacher, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de raccourcis en fait, qui sont pris parfois par des équipes techniques. Où, voilà, donc on est vraiment très exigeant sur ça et je pense que ça prend du temps de le faire. A contrario,
Est-ce que vous pourriez faire ce que vous faites sans le faire en open source ? Impossible. Pourquoi ? Impossible. Nous, clairement, nos vraiment early adopteurs, qui n'étaient pas forcément en plus des grosses boîtes, nous ont clairement dit que pour eux, c'était un no-brainer d'utiliser un ledger open source, et sinon, ils n'auraient même pas considéré la solution. Donc, en fait, comme on a eu ces retours produits et ces feedbacks clients dès le début vraiment de notre journée, donc 2021, fin 2021, début 2022, et que c'était vraiment des petites boîtes qui nous disaient ça, on disait, OK, bah alors ça veut dire que a fortiori, des plus grosses boîtes, ça serait encore plus critique pour eux. Donc nous, pour le coup, ça a été un no-brainer dès le début. Dès le début. Pourquoi ? Non ? Pourquoi ils refusaient comme ça, systématiquement ? Puisque, encore une fois, c'est vraiment le cœur du réacteur de leurs produits financiers. Et c'est ce qui traque absolument tous tes flux entrants, tous tes flux sortants. Par exemple, quand tu es une entreprise régulée, quand tu es une fintech ou une institution financière, c'est la base de tes reports aux régulateurs. Donc, en fait, le moindre problème fait qu'effectivement, tu peux perdre ta licence et surtout, tu peux aussi perdre de l'argent, en fait, si tu ne traques pas tes flux d'argent correctement entre la phase d'entrée et sortie. Donc, c'était clairement un no-brainer dès le début. Donc, c'est un sujet de confiance, quand même, majoritairement, de ce que je comprends, de sécurité, de confiance. Enfin, ça va de soi, en fait, sécurité, confiance, c'est ça. C'est ça pour toi aussi, Anto ? Totalement. Ouais. Je pense qu'on aurait pu le faire sans être open source, mais qu'on n'aurait pas voulu le faire, en fait. Ok. Et je pense que, par exemple, Laravel, que c'est un framework PHP utilisé quand même par 40% des boîtes tech. Donc, j'ai vu le CEO à San Francisco et il m'a dit vous êtes vraiment les seuls à faire ça en open source. C'est top. Enfin, franchement, j'attendais ça. Donc, c'est quand même fou. Et je pense qu'au niveau de la confiance, j'ai souvent eu ces discussions en côté sales où il disait... Le CTO disait vous êtes jeune et maintenant c'est devenu une pièce de théâtre pour moi. Et je réponds oui, c'est sûr qu'on est jeune. Enfin, on va pas mentir. Et je lui ai dit, tu sais quoi, inspecte notre code et demande-toi si ton équipe a envie de le maintenir, faire génial. ça, écrire ça, si elle peut le faire, si elle a envie de le faire, si tu as envie que ton équipe soit staffée sur ça. Et reviens nous voir. Et généralement, dès qu'ils ouvrent, en fait, ils se disent, en fait, on pensait pas que c'était aussi complexe, on n'a pas envie de gérer ça, et on a autre chose à faire. Donc voilà. Hyper intéressant. D'un point de vue produit et tech, donc là, partons un petit peu sur la façon dont ça se construit. Est-ce qu'il y a des spécificités, des choses que vous voudriez souligner ici par rapport à, j'imagine, Conto, toi, tu as connu Conto avant et c'était pas un produit open source particulièrement. Donc, tu as vu comment ça s'est construit. Toi, Anne-Sybille, je connais pas bien ton parcours avant. Cybersécurité. Ouais, cybersécu, ouais. Yes. C'était un produit open source également à l'époque ? C'était pas un produit open source Okay. et c'était pas un produit qui était business critical. Ok, intéressant. Donc effectivement, hyper intéressant parce que c'était un produit qui targetait les grands comptes, donc principalement les boîtes du CAC 40, et après on s'est étendu assez rapidement en Europe et aux US. Mais la grosse différence quand en fait tu builds un produit business critical, c'est que tes cycles de développement, c'est quand même un play plus long et quand même plus complexe en termes de produits, surtout au tout début. Pourquoi ? Parce que finalement, le code, on peut imaginer, tu vois, vulgairement que le code, c'est le même, en fait. Oui, c'est le même, effectivement. Mais en fait, là où dans des produits pas non business critical, tu veux limiter au maximum le nombre de bugs. Typiquement, dans un produit comme Formance, c'est même pas limiter le nombre de bugs, c'est juste 0 bug, en fait. Le moindre bug peut avoir comme impact un trou dans la raquette côté finance. Comment tu t'assures de pas de bugs ? Ça, c'est quand même le secret de beaucoup de boîtes tech qui cherchent d'ailleurs. J'étais notamment, je pense à ça, avec Arthur Waller, CEO de Pennyline, il y a 10 jours, qui disait nous, on veut faire des bugs en fait. On veut sortir du bug de partout. C'est juste qu'on veut aller très très vite. Il y a des boîtes qui, Conto notamment a été cité, comme philosophie de tout est léché, tout c'est propre, il y a une politique 0 bug, etc. Comment tu t'assures d'avoir 0 bug ? C'est super dur. Ouais, il y a, j'irai 3 gros points. Le premier, c'est vraiment dans la manière dont on design le produit. Ouais. Donc, comme la solidité / reliability du product est en fait une valeur et une propriété intrinsèque de notre produit, les clients viennent nous voir pour s'assurer qu'ils aient accès à une database où il n'y aura absolument aucun trou dans la raquette. Donc, c'est vraiment une partie de notre proposition de valeur. C'est typiquement là où, dans des boîtes de cybersécurité ou non-business critical, la QA arrive potentiellement à la toute fin. Nous, c'est vraiment dès le début du process et à chaque étape, on va dire, du cycle de vie, du cycle de release, qu'on a des étapes de QA. Donc, c'est vraiment intrinsèque dans le design de chaque feature. Deuxième élément, c'est on collabore également avec des agences externes. Donc, on travaille par exemple avec une entreprise qui s'appelle Antithesis, qui est une stack de testing qui te permet de tester
toutes les configurations de ton produit et les setups de ton produit dans plein d'environnements différents très rapidement. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir, on va dire, une tierce partie externe qui vient tester ça. Et le troisième élément, c'est grâce à l'open source, en fait. Comme ton code est disponible, en fait, à tous, effectivement, on nous dit, quand j'ai testé votre produit avec ce type de configuration ou ce niveau de performance, à un moment, il y a eu limitation. Donc, qui te dit ça quand on nous dit, c'est qui? On nous dit, ce sont nos users open source qui inspectent le code, qui le déploient, qui le testent. Donc c'est vraiment, on va dire, ces trois éléments-là, internes vraiment à la team, externes et également, externes avec des agences et externes avec la communauté open source. Anto, est-ce que l'approche est la même chez Lago? Tout pareil. Peut-être pour le parallèle avec Conto, on disait déjà à l'époque qu'il n'y avait pas de MVP. MVP, c'est Minimum Viable Product en FinTech. Mais là, c'est plus, quoi. La proposition de valeur de Conto, en tout cas au début, c'était un peu le compte pro complémentaire du compte chez la banque traditionnelle. Donc il y avait toujours la banque traditionnelle en backup. Aujourd'hui, bien sûr, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Mais là, aujourd'hui, en gros, si Lago ne marche pas, la beauté, en fait, c'est que en fait, c'est vraiment on a vraiment de l'impact chez nos clients. Donc c'est vraiment un sujet. Donc c'est 10x, entre guillemets, l'exigence qu'on avait chez Conto. Peut-être, donc pareil qu'Ansible, peut-être une approche organisationnelle, c'est nos ingénieurs qui travaillent sur une feature font ensuite le support pour la feature. Ok. Et donc, j'ai challengé beaucoup de fois cette organisation dans le sens où ces ingénieurs-là, ils pourraient développer une autre feature, ils pourraient travailler sur autre chose plutôt que répondre à des clients. Et ils sont un peu moins habitués à cet exercice aussi. Mais mon cofondateur, qui est extraordinaire, lui est très convaincu, et je pense qu'il m'a convaincu beaucoup également, que en fait, les ingénieurs qui bossent sur une feature doivent voir les utilisateurs l'utiliser et doivent aussi savoir comment l'améliorer et comment éventuellement enlever des bugs ou des choses comme ça, ou mieux expliquer à l'utilisateur si c'était pas instinctif en fait. Ok, donc tu responsabilises les ingénieurs. Tous les ingénieurs font du support, oui, en effet. Ok. Hyper clair. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités techniques dans le développement et la construction d'un produit open source, ou est-ce que vous avez tout dit? Il y a 5 points du coup, ce que j'ai souligné entre Je pense qu'il y a des sujets sur les déploiements. Ouais. En fait, en open source, beaucoup de gens font l'amalgame. En fait, open source, c'est gratuit et open source, c'est on-premise, donc installé en local. Je ne sais plus comment le dire. C'est très bien, franchement, je crois que c'est la bonne traduction. Or, c'est pas totalement vrai. Donc, open source n'égale pas forcément gratuit, et tu peux déployer l'open source dans ton propre cloud ou dans le cloud de Lago, et aussi en local. Et donc, quand les gens le font en local, s'ils commencent à modifier le code, en fait, nous, il faut qu'on le maintienne. Donc, il y a aussi toute cette complexité à gérer, qui fait aussi la beauté du produit et la flexibilité du produit, mais ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et est-ce que dans vos orgas, pour finir sur la construction, par rapport à Conto et donc à ton ancienne boîte que tu n'as pas citée dans la cybersécurité, Alcide, est-ce que dans l'organisation, donc l'équipe, la constitution de l'équipe et la façon de collaborer dans les équipes, il y a une différence entre un produit open source et un produit non open source? Nous, pour le coup, ça reste relativement similaire en termes organisationnels. Le seul élément... Si ce n'est l'agence que tu as citée tout à l'heure. Voilà, l'agence, externe. effectivement. Mais sinon, en interne, un des éléments... donc ça, c'est pas forcément typiquement sur la méthodologie de développement, mais pour un produit business critical, très rapidement, en fait, dans notre journée, on nous a demandé, en fait, au-delà du produit en tant que tel, donc le Ledger, 7DB, pour les transactions financières, vraiment des layers de security et de compliance en plus. Donc, en fait, très rapidement, même des petites boîtes nous ont demandé nos certifications ISO, SOC 2, est-ce qu'on est bien GDPR compliance, maintenant, est-ce qu'on est DORA compliant également. Donc, il y a toute une partie de la roadmap, au-delà du produit en tant que tel, qui sont vraiment ces layers de sécurité et de compliance qui sont en fait nécessaires, bien évidemment pour signer des grosses boîtes, mais même en fait pour signer des plus petites boîtes. Donc ça, c'est une partie, pour le coup, très importante également de notre roadmap, de la manière dont on pense le produit, qui a été clé vraiment chez Formance depuis le début. Mais j'imagine que tu as eu du... Je pense qu'il y a une exigence. En fait, tout le monde est exigeant pour ce type de produit. Alors, tu es une petite boîte. En fait, faire un pari sur une boîte jeune, c'est un gros pari.
Souvent, quand tu as une petite boîte, tu as envie de prendre l'acteur existant. Comme ça, tu as moins de moving parts en fait, dans ta stack. Donc, les petites boîtes sont hyper exigeantes. Et les grosses boîtes, elles sont hyper exigeantes parce que c'est des grosses boîtes. Donc, en fait, tout le monde est exigeant. Donc, voilà. Et peut-être une autre chose, je pense, c'est plus construire un dev tool qui implique ça plus que d'être open source. Mais au niveau de la documentation aussi, la documentation, c'est la vitrine en fait, du produit. Nous, on a un autre point commun, c'est que c'est des produits très back-end. Donc, en fait, les gens ne voient pas trop. C'est pas comme si tu peux faire une capture d'écran ou un screen voilà comment on utilise Lago et Formance. Il n'y aurait pas énormément de choses à montrer. On montrerait des calls API. Donc en fait la vitrine c'est aussi la documentation. Donc on y travaille beaucoup et on nous dit souvent votre documentation elle est super bien faite, etc. Et c'est vraiment une vitrine marketing quoi. Elle est accessible où cette documentation pour que les gens comprennent? Sur doc.getlago.com. Ok, donc c'est sur un lien de votre site. C'est un lien. Ils vont me tacler jusqu'au bout. Accrochez-vous. C'est donc un lien qui est sur votre site particulièrement et pas forcément sur tu vois, un type de guide ou autre dispo avec le code. Pour le coup, il peut y avoir les deux, mais nous, c'est sur notre site également. Et ça renvoie vers notre repo GitHub. Ouais. Tu veux me dire le lien comme elle ou pas oh là là, shame on me. Tiens, tu connais pas par cœur. Tu ne le connais pas. Doc.formance.com. Ouais, voilà. Merci Anto. Juste avant qu'on continue, il y a un terme qui a été beaucoup évoqué. On parle de business critical. Ça veut dire quoi? Business critical, c'est simplement quand ton produit ne marche plus, le business, normalement, de l'entreprise qui t'utilise ne marche plus non plus. Ok. Donc en fait, l'impact direct, c'est perte de revenus, impact sur les coûts. Donc effectivement, ça a un impact vraiment, on va dire, directement sur ta top line. Donc je voulais faire le lien avec ce que tu disais, la cybersécurité peut être vue comme du business critical dans certains, je sais pas, dans la défense par exemple. Tu as une couverture d'une heure où, je sais pas, un soft n'est plus protégé, c'est vraiment, vraiment embêtant. Mais ça l'est moins encore que les finances d'une boîte. La cybersécurité, je le vois plus comme un layer d'assurance en plus. Okay. C'est-à-dire que si ton produit de cybersécurité ne marche pas, généralement, c'est un système de monitoring. Donc nous, dans notre cas, c'était du monitoring d'une infrastructure très particulière chez les grosses boîtes qui s'appelle l'infrastructure Active Directory. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça gère en gros tes mots de passe, ton authentification, etc. Et en fait, ce qui se passe, si ton produit ne marche pas, en fait, pendant quelques heures, tu ne peux plus le monitorer. Donc oui, tu prends le risque d'être sujet d'une attaque, mais ton business continue à tourner. C'est-à-dire que tu ne perds pas d'argent en tant que tel. Okay. À part si, bien évidemment, tu t'es fait attaquer entre-temps. Mais bon, la probabilité reste quand même assez faible. Tandis que avec un outil comme Formance ou Lago, l'impact du fait que ton produit ne marche pas a vraiment des impacts directs sur la top line de ton client. Très clair. Merci beaucoup pour cette explication et cette clarification. Si on parle un peu de distribution, il y a une spécificité également sur les produits open source pour les distribuer, notamment là sur de l'enterprise. Pareil, ce qui est bien, c'est que vous avez fait toutes les deux du produit non open source avant. Qu'est-ce qui est différent par rapport à un Conto ou un Alcide, c'est ça? Yes. J'y arrivais. Tu veux commencer, Anto? Oui, alors Conto, c'est très prosumer et très product-led growth. Donc en fait, on parlait pas trop aux prospects. Il n'y a même pas la notion de prospect, en fait. C'était soit les gens étaient clients, soit les gens n'étaient pas clients. Enfin, en tout cas, à l'époque. Chez Lago, en fait, il n'y a aucun self-serve. En fait, non. On a un produit gratuit open source que les gens peuvent utiliser. Ouais. Ils ont le support de la communauté. Donc, ils peuvent aller sur le Slack. On a des milliers de personnes sur ce Slack. Ils peuvent poser des questions, etc. Ensuite, on a un produit qu'on appelle Premium. Pour lequel il y a quelqu'un qui va passer du temps avec toi, définir tes use cases, te faire un plan d'implémentation, et ensuite on va définir un contrat custom avec eux. Donc c'est vraiment deux approches très très différentes pour lesquelles on a dû apprendre à vendre. Donc Rafi et moi, on rigole souvent en se disant on est les rois des gens qui mettent en ligne des produits sans parler à personne. Et donc, on a dû apprendre c'était quoi un discovery call, c'est quoi le procurement, etc. Donc, c'était hyper intéressant. Et voilà. Tu peux nous parler dans le process commercial d'un truc différent, par exemple, que tu as appris sur le tas chez Lago? Alors, tu me disais qu'avant, c'était du self-serve complètement chez Conto, mais... Tout à fait. Tu as connu la partie quand même chez Conto. Ils font un peu de call maintenant, non, d'approche. Oui, il y avait une petite équipe sales à l'époque, ouais. En effet. Après, je pense qu'il y avait tellement une base de clients au début que je pense qu'en tout cas à l'époque, l'équipe sales, elle l'upsellait. Peut-être plus. Okay. Je pense que l'offre Enterprise à l'époque, elle n'était pas très distinctive des offres self-serve. Mais c'est peut-être différent aujourd'hui vu à quel point la marque est connue.
Ouais. T'es parti trop tôt pour pouvoir comparer. Exactement. Et je pense que c'est une approche très différente parce qu'on vend aux ingénieurs, en fait. Chez Conto, en fait, tu vends pas aux ingénieurs. Donc, c'est une approche très différente. Par exemple, le cold call, je parle sous le contrôle d'Ansible, mais je ne crois pas que ça marcherait pour des ingénieurs. Non, je l'ai jamais testé. On n'est pas sûr. Mais ça se tente. Mais effectivement, C'est quoi le... Alors attends, toi, tu me disais, décisionnaire, c'est les execs CTO, par exemple. Oui. Et les champions, c'est les développeurs. Exactement. Ou le champion, ça peut directement être aussi le VP of Engineering ou le CTO. Ouais. Toi, Anto, c'est qui tes décisionnaires et champions, s'il y en a? C'est le même, parfois la personne du produit. Ok, intéressant. Donc c'est quoi, CPO, Exactement. VP Product, ok. Comment est-ce que vous êtes en lien avec ces gens-là aujourd'hui? Comment vous distribuez auprès d'eux? Nous, on fonctionne que à l'inbound. On reçoit des demandes d'entreprises. Ça, c'est le luxe, hein. Oui, ils remplissent un formulaire on utilise Webflow encore. Ils remplissent un formulaire sur Webflow. Ok, voilà. C'est tout. Inbound, et après, vous prenez contact avec les gens qui laissent leurs coordonnées. Exactement. Après, on qualifie et on poursuit ou pas. Ok. Ansible? Je dirais les 2 premières années, c'était 100% inbound aussi. Donc ça, ce qui est top avec l'open source, c'est qu'effectivement, en fait, d'entrée de jeu, ton produit est exposé à une grosse communauté de développeurs et tu peux vraiment avoir des leads, pour le coup, qui viennent du monde entier. Donc dans nos premiers clients, on a une boîte qui opère aux Philippines, une autre au Canada, une autre en France. Donc ça, c'est vraiment la beauté de l'open source sur la partie vraiment inbound. Post-Seria, comme on a vraiment décidé de se focaliser, puisqu'aujourd'hui on est 20 dans la boîte et on recrute l'équipe sales, on a décidé de se focaliser vraiment plutôt sur la partie, on va dire, enterprise, gros scale-up / enterprise. Là, on commence à vraiment implémenter, on va dire, une sales motion un peu plus traditionnelle, avec des sales, avec un début d'outbound, pour vraiment, pour le coup, targeter les boîtes qu'on veut signer. Puisqu'effectivement, en fait, quand on reçoit effectivement pas mal de leads tous les jours. Mais effectivement, après, se pose la question de qui on veut signer, en fait, en termes de stratégie go-to-market, en termes de typologie de boîte, de taille de boîte, de plaque géographique. Et effectivement, avec l'outbound, tu as plus de maîtrise quand même sur ces sujets-là. Donc là, effectivement, on est en train d'implémenter un peu plus d'outbound pour un peu contrebalancer, vraiment s'assurer qu'on signe que nos ICP. Mais c'est vrai qu'au début, c'était 100% inbound. Ok. L'idéal, c'est quand même d'avoir tout le temps d'avoir inbound, outbound et une couche de ce qu'on appelle channel partnerships. Ouais. Donc d'avoir des apports de leads par des gens qui sont complémentaires. Donc ça, c'est le rêve de tout le monde, puisque l'idée, c'est vraiment de dérisquer les canaux d'acquisition. Ouais, bien sûr. Et inbound, c'est assez aléatoire aussi. On peut moins le prévoir. Alors que outbound, le rêve de l'outbound, c'est que c'est très prédictible. Bien sûr, ouais. Et toi, du coup, avec Lago, tu vises quand même un public enterprise. Ouais. Et t'as que de l'inbound aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. On réfléchit à mettre en place d'autres canaux. Ok. Donc le millefeuille, encore une fois, des canaux d'acquisition, c'est le rêve. C'est des risques, c'est le top, je pense. Pourquoi tu aurais besoin de mettre de l'outbound si aujourd'hui Lago fonctionne en inbound? On pense qu'on est vraiment qu'au début, pour les raisons qu'Ansible a citées aussi. Je pense que pour mieux targeter et aussi pour être plus prédictible sur le pipeline. Et aussi, il y a des... Il y a juste des boîtes qu'en fait, parfois, tu as envie d'avoir comme client. Quoi. Je lis TechCrunch, je me dis, en fait, cette boîte-là, c'est la nôtre. Et du coup, je deviens obsessed pendant pas mal de temps. Et tu n'as pas de connexion avec, donc tu cherches à entrer en contact. Exactement, et je nurture. Donc ça, en fait, c'est de l'outbound, je pense. C'est juste, je ne l'ai pas compté parce que c'est pas un process. C'est juste, moi, parfois, je me réveille et je me dis, en fait, ça fait longtemps que je leur ai pas parlé, qu'est-ce qu'ils font? Tu le fais pas en volume, en fait, c'est juste que tu le fais pas du tout sur en des volume, gens. non, pas du tout en volume. Et comment t'es entré en contact avec ces gens-là que tu adorerais avoir comme client? Plein de... je demande des intros, parfois je engage, je sais pas, je regarde ce qu'ils postent sur les online, j'essaie de rendre service. Parfois ils recrutent, parfois ils cherchent un... Tu postules? Non. Alors j'ai un prestataire potentiel qui a postulé alors qu'on cherchait quelqu'un full-time. J'ai pas trop aimé l'expérience, quoi. J'aurais dit franchement on cherche full-time. C'est un peu relou, quoi, quand même. Donc tu fais pas? Non, mais je lui ai dit je respecte le hustle, mais ça le fait pas. Non, mais je pense qu'in fine, c'est des gens à qui on parle. Donc essayer d'engage et connecter avec ces gens-là, c'est le début, quoi. Et tu penses que, in fine, tu vas réussir à tenir un taux d'inbound assez élevé? Parce qu'en fait, à un moment, on voit avec Ansible, c'est rigolo, parce que vous avez des boîtes quand même qui sont, même si c'est pas le même modèle et le même produit, c'est dans le même space plus ou moins, sur une cible qui est à préparer en termes de taille de boîte, même si peut-être en vertical, c'est pas pareil.
Et là, on voit qu'Anne Sibyl, elle part sur de l'outbound. T'arriverais à dire d'ailleurs en proportion, là, aujourd'hui, outbound vs inbound? Aujourd'hui, je dirais 80-20 et les 80 inbound, 20 outbound. Donc, c'est vraiment le tout début. Ouais. Et effectivement, après, de l'outbound, c'est targeter, par exemple, des verticales très spécifiques. À partir du moment, par exemple, où on a commencé à avoir des bons logos vertical SaaS, on s'est dit, OK, là, typiquement, on a un Booksy, un Docto, on vient d'en signer un autre très gros dans un autre space. On se dit, OK, là, ça, c'est top. On a un bon noyau dur de logos qui tiennent bien la route. Et effectivement, là, on se dit, OK, focus US, focus vertical SaaS platform. Et là, effectivement, ça déroule. Donc ça, c'est top aussi de se dire, OK, en fait, il y a quelques verticales aussi qui marchent bien. Et toi, c'est l'IA, typiquement, sur lequel on peut double down et sur lequel tu peux facilement faire des listes parce que les boîtes sont identifiées et identifiables, en fait. Okay. Toi, c'est typiquement l'IA... Pardon, je parle sur ta... Vous pouvez parler chacun de vos business, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai qu'on... En fait, j'anime 2 podcasts, il y a un mur entre les 2. Alors, on parle souvent de nos clients IA. Ouais. Genre Mistral, Grok, Together, et il y en a d'autres, mais parce que c'est les plus visibles et souvent on parle beaucoup d'IA. On a aussi des entreprises beaucoup plus grosses et traditionnelles. On a un ERP qui fait 1 milliard de revenus par exemple, dont j'avais jamais entendu parler, qui a rempli son formulaire. C'est vraiment ça la beauté de l'inbound. Après, en effet, on pense beaucoup à l'outbound. D'ailleurs, on recrute quelqu'un pour l'outbound parce que je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation à faire. Après, ça dépend ce qu'on entend par outbound aussi. Nous, le but de l'outbound, c'est d'être top of mind dans les boîtes qui, un jour, vont choisir, vont avoir besoin d'un produit comme nous. Et on sait que cette période peut durer 1 à 5 ans parce qu'on ne choisit pas un billing system tout le temps. Et on veut juste être top of mind à ce moment-là. Donc c'est vraiment c'est plus account-based marketing. Enfin, désolé, je drop comme ça des keywords, mais c'est plus ça que j'entends par outbound peut-être que sur IBM, t'as entendu personnaliser en fait. C'est pas une approche en volume, c'est pas une approche volumique, c'est-à-dire ça peut envoyer des connexions de partout. Tu vas chercher à approcher des gens que tu ne connais pas et qui tu n'es pas en lien, mais dont tu as du contexte, c'est-à-dire que tu sais après que c'est ta bonne cible, tu as bien travaillé, tu as fait un travail amont quand même de personnalisation de l'approche, c'est ça? Exactement, je pense qu'il faut toujours, la base entre guillemets d'une relation, mais apporter un peu de valeur quand on commence à leur parler, pour qu'ils acceptent en fait d'échanger avec nous et de partager des choses qui sont assez critiques pour l'entreprise. Et donc, ce que je répète de manière assez poussée à l'équipe, c'est il faut être en texting terms avec les gens. Donc, il faut que ce soit pas bizarre, en fait, si tu leur écris de temps en temps, ou bien de dire finalement, je suis à New York là, est-ce que tu es là ou pas? Et que, entre guillemets, ça leur fasse plaisir de te voir. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette approche d'engage et de nurture, ces gens-là. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez à livrer à des gens qui sont à peu près à votre stade ou un petit peu avant et qui veulent lancer justement l'outbound, qui ne l'ont pas encore fait? Premier truc qui viendrait à l'esprit? Bonne question. Moi, je pense que c'est par rapport à effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'outbound, je trouve ça quand même plus simple quand tu as déjà, on va dire, quelque chose d'éprouvé sur une verticale ou une sous-verticale. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller voir effectivement des boîtes équivalentes leur disant regardez, Vertical SaaS dans le wellness ou dans la santé utilise notre produit de cette manière-là. Donc effectivement, en fait, tu es beaucoup plus crédible. Tu peux montrer en fait assez rapidement également la valeur que tu peux offrir et c'est beaucoup plus concret VS juste dire tiens, on est une database pour les transactions financières. Donc je trouve que effectivement nous c'est vraiment le point d'entrée par lequel on est passé, ce qui aide énormément aussi. Ça fait depuis 1 mois et demi qu'on bosse avec une autre agence externe qui nous accompagne sur pas mal de sujets go-to-market parce que là on est toujours en cours de recrutement de la team full-time du coup chez Formance. Et elles, ce qui est top, ce sont pas uniquement des advisors qui te donnent des conseils, mais ils implémentent pour nous. Et donc, ils ont déjà travaillé sur des sujets BDR, outbound, sales, etc. Et là, en fait, ils nous aident, puisque personne n'a jamais fait ça chez Formance, vraiment à implémenter vraiment des campagnes d'outbound avec le bon messaging, effectivement, comme disait Anto, apporter de la valeur pour rester aussi top of mind et être vraiment hyper efficace en traquant absolument le taux d'ouverture, le taux de réponse. Donc ça, c'est top également
de pouvoir être accompagnés. On peut travailler avec eux pendant 3 mois. Et ça a été un des axes qu'on leur a demandé. Aidez-nous à implémenter des campagnes d'outbound parce qu'on n'a jamais fait. On ne sait pas ce qui marche. Et on a besoin de faire ça at scale et en traquant également les métriques. Donc ça, pour le coup, c'est hyper utile également de travailler avec ce type d'agence également. C'est une agence américaine? Pas américaine, qui est basée au UK. Ok. Ouais, qui sont passés pour des Américains. Qui se font... Alors non. Donc ils sont passés pour vous, en fait. Exactement, mais ils utilisent nos comptes, ils ont accès vraiment, pour le coup, à nos outils en interne, donc ils sont vraiment hands-on. Ouais. Et ça, c'est top, parce qu'en fait, la ressource la plus rare que tu as dans une start-up, c'est le temps, en fait. Donc quand tu as des gens qui te disent, t'inquiète pas, en fait, on build pour toi, file-nous tes accès, ça, c'est quand même assez incroyable. Et pas juste fais, mais on fait pour toi. Ouais. Bon, t'as l'air d'être soulagé avec cette agence. Ouais. Je vais revenir un tout petit peu en amont. On a parlé là de passer à l'échelle, en fait, les connexions qu'on a avec vos futurs clients, vos prospects clients, du fait que en fait, vous avez commencé en inbound. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier client, comment vous l'avez signé? Oui, alors il y a le premier client et le premier client qui est dans ICP, donc Ideal Customer Profile. Ah, ça veut dire que le premier client qui est arrivé, c'était pas vraiment la cible. Non, ils adorent. Hein. C'était un batchmate de YC, de Y Combinator, okay. Comme ça arrive souvent. On adore cette boîte, etc. Mais le premier vrai client qu'on a eu, c'était un RFP auquel on a répondu, encore une fois. RFP, c'est quoi? C'est un appel d'offres. Ok. Donc tout le monde déconseille en fait de répondre à des appels d'offres quand on produit encore en alpha, parce que bon, en général, c'est des grosses entreprises. Et voilà. On n'était pas en bêta, on était en alpha. Et finalement, on a gagné l'appel d'offres. Donc voilà. Génial. Parfois, ça arrive. Faut y croire. Est-ce que tu as un conseil à donner pour des gens qui sont en passe de signer leur premier client, qui aimeraient bien? Je pense qu'il faut optimiser pour ce qu'on appelle le logo velocity, donc avoir le plus de logos possible au début, plutôt que essayer d'optimiser pour le prix. Après, quand on est VC-backed, c'est pas pareil. Enfin, c'est clair que si du coup, tu es bootstrap, tu as vraiment des grosses contraintes de cash tous les mois. Ouais. Mais si tu as un tout petit peu moins de contraintes de cash, je pense que c'est plus important d'avoir des bons logos et beaucoup, et en ajouter, plutôt que essayer d'avoir le gros contrat. Voilà, c'est peut-être ça. Donc tu chasses les logos. Qu'est-ce que tu en fais de ces logos ensuite, une fois que tu les as? Si tu as 3 logos, par exemple. Je les colle sur le site web. Tu les colles sur le site web, ok. Et tu les ressors en call, j'imagine, en appel commercial? Non, ce qui est important, c'est au début, comme quand en tout cas pour nous, en fait, on s'est dit le billing, c'est toujours un cauchemar pour les ingénieurs, donc on va faire du billing plus flexible en open source. Mais on n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, en tout cas, sur qui était le client idéal. Et en fait, le fait de parler à tout le monde, d'essayer de le vendre à tout le monde, de se prendre des portes, on s'est dit, en fait, là, ces personnes-là, c'est elles qui veulent vraiment acheter notre produit, auxquelles négocient et tout, mais ils veulent vraiment notre produit, en fait. Et d'autres personnes, en fait, c'était « Ok, vous êtes trop cher, salut ». Donc ça permet vraiment d'affiner sa segmentation, je pense. Ok. Dans ton cas? Yes, et nous, c'était une app d'investissement, déjà assez grosse à l'époque, je pense que je peux les citer, Shares.io, qui en fait sont passés par AWS pour reach out, parce qu'ils ont vu qu'on était partenaire AWS. Et donc, en fait, c'est comme ça que la mise en relation s'est faite. Okay. Donc voilà, c'était un de nos premiers users de la version open source. Et effectivement, pour le coup, les logos est quelque chose, nous, qu'on a commencé à mettre vraiment même dans nos contrats et dans les négos. C'est vraiment de dire, OK, on te donne 5% de discount, mais tu dois accepter de faire 3 calls de referrals pour signer d'autres clients. Et tu dois, ça dépend, la liste peut être plus ou moins longue, mais tu acceptes qu'on fasse au bout de 6 mois, par exemple, ou quand tu es en prod, une customer story, ou tu acceptes de faire un retex à une conférence. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a contractualisé en fait, assez rapidement en disant, OK, tu demandes ça, tu demandes 2-3%, 5% de discount, OK, mais voilà, tu vas devoir aussi derrière... remplir la part du marché et nous aider à signer d'autres contrats. Donc ça, c'est top parce que quand je repense à nos 2-3 derniers deals là, qu'on pourra communiquer dans les prochaines semaines, typiquement, ils ont été signés parce qu'ils nous ont demandé, OK, est-ce qu'on peut parler à d'autres de vos clients qui sont déjà en prod ou qui ont des use cases similaires? Et clairement, ça vaut tous les pitchs commerciaux du monde, en fait. Ouais. Donc les logos, et notamment quand tu commences à signer des gros logos,
en fait, ça fait vraiment effet boule de neige, puisqu'ils te permettent de signer en fait d'autres gros logos. Et ça, c'est assez top. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez des business qui soient dits mission critical, ça vous aide à maintenir l'inbound assez tard finalement? Parce qu'il y a plein de boîtes en fait qui ont besoin de faire de l'outbound directement, quoi. C'est même pas un sujet. Est-ce que c'est lié selon vous? Ou en fait non, on choisit dans la façon dont on développe notre boîte de faire d'inbound ou d'outbound finalement? Moi, ma thèse, c'est que c'est lié aux forces et aux faiblesses des fondateurs. Nous, on est très contenu. Donc, c'est vraiment ça qui drive l'inbound. Ça veut dire, tu fais quoi exactement quand tu dis très contenu? On écrit des articles de blog qu'on poste et qui sont lus. Et ils sont lus par qui? Par les ingénieurs. C'était surtout Hacker News. Donc le fameux article dont tu as parlé tout à l'heure? Le fameux article, mais on a été énormément de fois sur la front page. C'est assez rare. Surtout le billing, c'est un sujet niche pour les ingénieurs. Niche dans le sens très important, mais tous les ingénieurs ne connaissent pas ce sujet, comme Performance d'ailleurs. Alors que tu serais un framework, je sais pas, front-end, ça intéresserait tous les ingénieurs en fait, ou data. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on fonctionne plus à l'inbound. Mais moi, j'ai vu des business très similaires avoir des motions très différentes. Et ça, c'est lié aux fondateurs, je pense. Par exemple, Retool, c'est une plateforme pour construire des outils en interne. Très complexe, très modulaire, très horizontale. On pourrait croire que c'était plutôt inbound. Mais en fait, non. Ils ont fait de l'outbound dès le début. Mais je pense que les fondateurs, en fait, ils ne savaient pas trop comment créer une marque, etc. Et donc, ils ont fonctionné très mathématiquement à l'outbound plutôt comme des ingénieurs. Comment on fait ce choix? Parce qu'ils pourraient aussi faire des articles sur Hacker News. Je pense qu'ils ont essayé, mais... Okay, ils ont pas eu l'effet que tu as eu toi, quoi. Je pense, par exemple, moi, on a eu notre première personne en marketing, elle nous a rejoint il y a 3 mois, donc c'est assez tard finalement. Ouais. Et moi, je me suis dit, si je fais 20% de marketing ou de lead generation, qu'est-ce que je fais? Et je vais juste double down sur ce qui marche, et c'était le contenu. Et donc, du coup, je n'ai pas essayé de diversifier les canaux comme on va essayer là maintenant. Mais je pense qu'on aurait pu fonctionner uniquement à l'outbound aussi. Et j'ai rencontré un fondateur qui ne fonctionne que à l'outbound. Du coup, il a une armée de SDR, etc. Et c'est marrant parce qu'on s'est regardé et je lui disais, explique-moi comment tu fais. Il me dit, toi aussi, explique-moi comment tu fais. Et du coup, on s'est calé un point pour essayer d'apprendre l'un de l'autre. Ouais. Ce qui est fou, c'est que d'un point de vue investissement, recruter une armée d'SDR VS, passer un peu de temps à faire du contenu, on se rend, dans ce que tu me dis quand même, ce que vous me dites toutes les deux, on se rend compte quand même que de faire du contenu, c'est puissant dans votre écosystème, quoi. Je veux dire, ça vous a évité les premières années d'avoir à faire énormément de cold call, plus de recruter des gens qui en font. Ce qui est gourmand quand même en ressources, non? Moi, je dirais au-delà même en fait du contenu, parce que pour le coup, on a été moins prolifique qu'Anto et Lagos sur la partie contenu. Je pense que la force de nos deux produits, c'est vraiment la proposition de valeur en tant que telle, en fait. C'est-à-dire que le pain est tellement là qu'effectivement, je sais que par exemple chez Formance, quand à chaque fois je leur pose la question comment vous avez trouvé le produit, typiquement encore ce matin, j'ai posé la question à une boîte qui est basée au Middle East, et typiquement ils nous ont dit, en fait on a fait des recherches on cherche un open source ledger. Donc on a vraiment capitalisé aussi beaucoup sur la partie SEO référencement, qui passe effectivement notamment par du contenu. Mais on vient aussi, pareil, on est vraiment aligné. On vient de recruter effectivement la première personne au marketing il y a 3 mois. Mais effectivement, là, on est dans une phase où on se dit, faut qu'on crée une vraie organisation commerciale. Donc là, ce qu'on a en tête, c'est, pour donner un peu des ordres de grandeur, on est une vingtaine, 20-25 dans la boîte, et on va recruter une dizaine de personnes dans l'équipe sales, sachant qu'aujourd'hui, on avait quasiment personne, à part moi et Benjamin, qui mettent sur les sujets go-to-market. Donc c'est tout de suite un très gros investissement. Et un des sujets dont on va discuter tout à l'heure, les US, si tu recrutes ta team go-to-market, même tes SDR, etc. aux US, effectivement, en termes de budget, c'est 2 à 3 fois plus VS l'Europe. Là, tu l'as vu avec Joe de Maze. Hein. Oui, qu'on a vu avec Anto il y a pas longtemps à SF. Donc effectivement, au début, et je touche du bois, on a eu de la chance parce que je pense qu'il y avait un vrai pain point sur le marché. Et en fait, les boîtes cherchaient vraiment des keywords, je pense, comme complex billing ou open source ledger. Ça, tu rajoutes une couche de contenu pour optimiser le SEO et pour aussi builder la trust, parce que c'est des sujets quand même extrêmement techniques. Donc, en
fait, ils nous posent souvent les questions, qui build le produit, est-ce que vous êtes expert, etc. Et effectivement, maintenant, on est le layer encore au-dessus, qui est vraiment builder une vraie organisation sales pour vraiment accélérer. Nice. Toi, je sais que tu as publié un article que tu m'as donné gentiment il y a quelques temps et que tu m'as redonné pour cet épisode, je l'avais déjà lu, sur le fait que vous aviez pivoté et qu'à l'époque, vous aviez monté un produit qui était dit non-painkiller, tu vois, qui était une vitamine plutôt, c'est ça ? Exactement. Comment, alors du coup, avec ce qu'on se dit là, il y a des gens qui disent mais moi, si je veux monter une boîte, il faut que je sois mission critical, ou alors des entrepreneurs qui se disent pas être mission critical, mais qui se disent qu'il va falloir qu'ils le soient. Comment t'arrives sur le second choix de boîte, donc Lago, à te dire c'est bon là, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, et c'est assez mission critical pour qu'on investisse du temps dessus et qu'on fasse pas la même erreur que le premier. Je pense qu'il n'y a pas de free lunch. Donc, soit tu es une vitamine et c'est OK, mais pour construire tous les VC disent c'est quoi ta couche de defensibility. En vrai, il n'y a jamais de defensibility. Donc, c'est soit ça devient la marque et la confiance que tu crées, soit c'est ton produit qui est assez étoffé, soit c'est tes opérations qui sont tellement bien exécutées, un peu à la Revolut, que du coup, c'est un tout qui va ensemble. Mais si tu es une couche de productivité qui est une vitamine au début, ça va être très dur de construire la defensibility et d'être sticky, de rester là. Mais c'est plus facile d'entrer. Et être mission critical, c'est très très dur de rentrer. Il faut être là au bon moment, avec le bon discours sales, avec le bon produit. S'il y a des gens bons autour de toi que ton prospect regarde, il faut que tu sois meilleur. Et donc tout ça, c'est hyper dur. Mais une fois qu'on est là, les gens vont jamais se demander est-ce qu'on a besoin d'un billing, quoi. Enfin, en gros, le jour où il y a une coupe budgétaire, ils vont pas se dire oh tiens, on va enlever le billing. Donc ça, c'est génial. Nous, on s'est dit on veut être comme ça, mais c'est un choix. Et je pense que y a pas de bonne ou mauvaise boîte. C'est juste des motions très très différentes, quoi. Mais c'est dur de se dire est-ce qu'on est mission critical aujourd'hui, tu vois. Parce que j'ai plein de boîtes qui me viennent en tête où je me dis je sais pas, Superhuman par exemple. Ouais. Est-ce qu'ils sont mission critical? Je me suis fait la réflexion parce que j'ai testé un produit qui était 1000 fois mieux. Et je me suis dit mais pourquoi on paye? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Fixer. Je suis dessus là, j'ai installé hier. Mais c'est pas exactement la même mission pour le coup. Je trouve que ça englobe ce que fait Superhuman, mais mieux. Enfin, je sais pas. Alors de ce que je comprends, parce que moi je connais, donc Paul est passé sur le podcast, qui est le président, il est français de Superhuman. Ah d'accord. Basé à SF, je le présenterai si tu veux, avec plaisir. Alors, il est génial Paul. Et Paul, quand je l'ai rencontré sur Superhuman, il me dit comment t'organises ta boîte mail? Et je lui dis écoute, moi j'ai des sessions tous les 2 jours de 30 minutes, tous mes mails basculent automatiquement dans un dossier et je fais mon truc. En fait, t'es beaucoup trop organisé pour utiliser Superhuman. Je lui dis ok, donc en fait Superhuman par défaut aide les gens désorganisés dans leur boîte mail. Fixer t'aide plutôt à répondre, à prendre de l'avance sur les réponses qui sont générées par AI directement. Je sais pas si c'est exactement le même. Je pense que Superhuman j'utilise mal. T'es cliente? Je suis cliente, oui. Okay. Une partie de l'équipe aussi. Mais j'ai eu du mal à me mettre à l'utiliser, en fait, à l'utiliser bien. Parce que j'ai pas la patience. En fait, je lis jamais les modes d'emploi. Bon, je dirais à Paul. Pourtant, ils font de l'onboarding, ils sont connus pour faire l'onboarding en vidéo, etc. Mais, Oui, moi, je suis pas un bon. J'aime pas aller dans les onboarding calls et tout. D'accord. Bon, alors, d'accord. C'est marrant parce que j'en organise pour nous. Lago, mais d'accord. Mais voilà. Les coordonnées mal chaussées. Mais c'est vrai que mon associé, pour le coup, qui lui, en termes d'organisation, quand quelquefois je vois sa boîte mail, lui utilise Superhuman et ne jure que par cet outil. Là, j'avoue, moi, j'ai jamais ressenti le besoin, mais je devrais tester pour le coup Fixer peut-être, si ça prépare effectivement des mails automatiques. Mais peut-être pour revenir, je trouve, sur la question de business critical ou pas. En fait, nous, c'est jamais poser la question est-ce qu'on veut faire une boîte mission critical ou pas. Pareil chez Alcide, en fait, c'est en fait, c'était un pain point qui vient de l'expérience, comme de ton expérience d'ailleurs chez Conto, mais pain point de l'expérience de mon associé, Clément, et du coup, ou bien des CEO et CTO et founders d'Alcide, où ils ont expérimenté un pain point dans leur précédente expérience, qui se sont dit, OK, on veut productiser quelque chose pour remédier à ce pain point, et du coup, résultat, Alcide, outil de monitoring des infrastructures Active Directory. Et de l'autre côté, Clément qui se dit « Ah tiens, un ledger, donc database pour les transactions financières, open source ». Et en fait, dans la réflexion, il n'y a jamais eu est-ce qu'on build un produit business critical ou pas? Mais vraiment, c'était by default, j'ai expérimenté un pipeline, je build un produit, et ce produit est oui ou non business critical. Mais ça n'a jamais été... C'est un coup de chance quelque part, c'est ça que tu es en train de dire? C'est que ce n'est pas une question que vous vous êtes posée.
Je ne sais pas si c'est un coup de chance parce que c'est en termes de build de produits, il n'y a absolument pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc en termes de développement produit, les 2 premières années, c'était quand même un peu la traversée du désert. Faut t'assurer que tu as toutes les certifs, que ta plateforme soit enterprise ready si un jour tu veux avoir un espoir de signer des grosses boîtes. VS, un tool qui n'est pas business critical, où fondamentalement tu peux le shipper beaucoup plus rapidement, tu peux le déployer en prod beaucoup plus rapidement at scale, parce que si ton produit ne marche pas, ça va pas en fait changer la vie et ça va pas impacter directement, encore une fois, la top line de tes clients. Donc, d'un côté, c'est top parce que, comme Anto l'a dit, t'es indélogeable. Là, clairement, changer une database pour les transactions financières, c'est plutôt compliqué, ouais. Donc ça, c'est top parce que tu signes généralement des contrats sur plusieurs années et tu vois pour le coup un réel, pour le coup, ton ROI, il est là. Mais effectivement, c'est un play où le produit est plus long, plus dur à builder et où tu n'as pas le droit à l'erreur. D'autant plus, encore une fois, quand tu es open source, parce que tout le monde peut inspecter ton code. Donc, en plus de ça, tu as la pression de la communauté. Vous êtes passés toutes les deux par YC. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas bien, je ne vais pas refaire tout YC, ça, je pense que la marque est connue, mais c'est plutôt la façon de fonctionner quand même qu'on vous pousse très très fort à signer des clients très vite, à faire de la croissance rapide. J'entendais notamment des gens qui sont passés me dire quand les partenaires de YC nous disaient vous voulez faire combien de croissance le mois prochain, ils disaient un chiffre et le partenaire disait mais en fait c'est 10 fois plus qu'il faut faire à la semaine. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais on vous met un peu cette pression d'avancer vite et de signer des clients. Dans votre cas, alors toi je sais, tu as pivoté après YC de mémoire. Ouais. Donc peut-être que ce que je vais te poser comme question, ça va pas s'appliquer, mais on va voir si peut-être tu as des choses à nous dire. Comment vous avez fait, toi Ansibil, du coup, comment tu fais chez YC alors que tu es censé signer des clients très vite dans le parcours YC pour faire avancer Formance, qui nécessite quand même de construire une brique sécurisée avec toutes les normes dont tu as parlé, etc. C'était compatible ? Nous, clairement, c'est pas compatible. Hein. Je pense que non, mais il faut le dire cash. Un produit qui est aussi business critical, on l'a mis tout de suite open source. Donc effectivement, tout de suite, on a commencé à avoir plutôt, on va dire quand même des petites startups, pas des grosses boîtes, qui ont commencé à s'intéresser au produit, le tester, etc. On était même encore en version alpha, puis après bêta. Mais non, quand tu produis, encore une fois, tu builds un produit aussi business critical, dans aucun monde. En fait, si tu rushes trop rapidement, tu prends le risque en fait, un risque réputationnel. Parce que si tu commences à faire perdre de l'argent à tes clients, la pente à remonter, honnêtement, est impossible. Hein. Je pense que si tu es très early stage et tu fais ce genre de... si tu as ce genre de bug, clairement, tu mets directement la clé sous la porte. Donc non, nous, dans notre cas, c'est toujours quand même trouver ce juste milieu, et c'est un des gros sujets de mon associé qui est en charge vraiment du produit et de la tech. C'est effectivement trouver la juste balance entre shipper un produit quand même de manière assez rapide, puisqu'on est quand même une start-up tech et on doit avancer quand même rapidement. Mais de l'autre côté, t'assurer qu'en fait, ce que tu ships tient la route. Et ça, non, pour revenir à ta question initiale, dans aucun monde, tu peux déployer en prod chez une très grosse boîte, et surtout, par exemple, une institution financière, dans des entreprises qui sont régulées, un produit comme le nôtre, s'il n'y a pas minimum, je dirais, 12 à 18 mois de recul, en tout cas chez des plus petites boîtes, on va dire. Vous avez fait quoi chez YC du coup ? Alors c'était mon associé pour le coup qui avant que tu arrives. Exactement. Okay. Et ce qui est top, c'est que lui pour le coup avait bossé avant en tant que premier, on va dire, payment lead chez Celency. Donc il avait vraiment l'expérience pain point, d'avoir à builder un ledger soi-même, etc. Donc ça lui a vraiment donné, on va dire, toute la couche de comment devenir un super entrepreneur. Et moi, de mon côté, comme j'avais déjà eu l'expérience Alcide, où j'avais rejoint les 2 cofondateurs au tout début, et on est passé de 3 à 120 personnes et de 0 à 10 millions d'ARR avec 100% de l'outbound, by the way, très rapidement. J'avais déjà un peu cette expérience de comment builder une boîte assez rapidement, avec un play, encore une fois, un peu différent. Et voilà, on s'est rejoint après, juste après que Alcide, d'ailleurs, s'est fait racheter par une très grosse boîte. Nice. Anto, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Je pense que nous, on a fait YC trop tôt aussi. On n'avait pas de produit. Donc, sur 3 mois, on a pris 2 mois à builder notre produit. Donc, il y a aussi de timer le moment où finalement tu fais YC, parce que YC amplifie ton go-to-market. Donc, si tu n'as pas de produit, c'est un peu dur d'avoir un go-to-market. Mais moi, j'adore ce que fait YC, c'est-à-dire il te pousse à te confronter. En fait, en tant que builder, en fait, t'adores ton produit, etc. Même moi, j'adore écrire du contenu, un peu moins aller faire du cold calling. Donc...
Donc forcément, t'as tendance à rester dans ta zone de confort. C'est très inconfortable de se faire rejeter tout le temps, mais bon, c'est la vie d'un entrepreneur. Et du coup, YC te pousse au moment de vérité. Et le moment de vérité, c'est est-ce que tu vas payer ou pas ? Et même nous, en fait, on a eu des utilisateurs assez rapidement pour Lago, et on s'est dit, maintenant, le moment de vérité, c'est une boîte avec plus de 10 millions de revenus au moins, switch sur Lago, alors qu'on est encore en alpha. C'est écrit alpha sur notre repo. Si elle switch et qu'elle nous paie, là, c'est bon, on a gagné. Enfin, il nous en faut 2-3 au moins pour se donner la conviction qu'on construit quelque chose qui a du sens. Parce que c'est très long ce que Anne Sibyl décrit comme la traversée du désert. Alors, tu construis avec ta conviction. Tout le monde autour de toi te dit ça en est où, ça en est où. Ah ouais, vous avez des clients ? Ben non. Mais en fait, à un moment, il faut juste y croire, etc. Et t'as pas de validation externe. Et je sais qu'on a signé pour ça, mais il faut quand même, avoir le faire, quoi. Hyper intéressant. On va passer sur la dernière partie de l'épisode, notamment sur un point commun que vous avez, qui est que vous avez choisi de vous développer assez tôt aux US. Toi, Anto, tu vis principalement à San Francisco. Tout à fait. Là, on est à Paris en ce moment parce que tu as un petit bureau qui t'attend quand tu reviens ici pour des sujets, j'imagine, internes. Et toi, Anne-Sibylle, t'es en train d'eux, c'est ça ? Exactement. Je suis en cours de finalisation de visa pour être basée full-time à New York à partir de septembre. Bon, bah voilà un point commun que vous n'avez pas, c'est les villes que vous avez choisies différemment. Exactement. Ça m'intéresse. Pourquoi déjà, en numéro 1, le choix de toi, Anto, de s'installer là-bas et toi, Anne-Sibylle, de commencer à t'installer là-bas ? Je pense que... Pardon. Vas-y. Non, mais je pense que c'est... Déjà, avec Rafi. Rafi était très tôt chez Conto aussi. Rafi qui est mon cofondateur, pardon. Conto, c'est une boîte extraordinaire, un succès. Mais on s'est dit, nous, on a envie de faire une boîte internationale. Donc, on a envie d'être une boîte que des gens utilisent partout dans le monde. Et on adore la fintech, mais on ne veut pas forcément être bancaire. Parce que bancaire, ça te limite géographiquement. À cause des agréments des législations locales. Exactement. Et c'est tout ce qui est bancaire est très operations intensive, parce que tu as des gens qui doivent checker le KYC, le risque, monitorer les flux. Enfin, c'est incompressible. Du fait de la réglementation, quoi. Ouais. Exactement. Donc, on a toujours eu l'international en tête. C'est pour ça qu'on a fait Y Combinator. On a eu des clients américains très vite. Et on a attendu d'avoir une base de clients pour bouger. Je pense que si le niveau d'ambition et d'optimisme à San Francisco est inégalable, c'est pas une ville parfaite du tout, mais sur ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'était un peu un no-brainer. J'ai hésité avec New York, beaucoup avec New York. C'est vrai, je me rappelle avoir dit à notre investisseur principal qui est à New York, qui est Forcemark, Matt, je te salue, je vais bouger à New York, c'est sûr. Et ensuite, peut-être quelques mois après, je lui dis en fait non. C'est plus sûr. Ça va, mais... Qu'est-ce qui te faisait hésiter ? La time zone. New York, ça overlappe bien San Francisco et Paris. San Francisco, c'est 9 heures de décalage. Ouais. Donc, c'est dur quand même. Il faut s'organiser. Et New York, je pense que pour la vie culturelle, etc., elle est beaucoup plus intéressante. Il y a un moment aussi, il faut l'avouer. Après, moi mon raisonnement, c'est que en fait, je voulais pas faire l'eau tiède. Donc, pour moi, c'était aller aux États-Unis, donc faire toute cette démarche-là, mais pas y aller à fond. Et je pense que c'est à San Francisco que ça se passe. Donc voilà. Pour le business, c'est-à-dire pour signer des clients, ça se passe à SF ou tu veux dire dans la tech en général ? Pour monter des boîtes, ça se passe à SF ? Je pense pour la tech en général. C'est ça qui t'a motivé plutôt, ouais. C'est ça qui m'a motivée. Après, il y a des goûts personnels aussi, où j'adore la nature, etc. Mais c'était assez secondaire, finalement. Ah, ok. Je pense que j'aurais été très heureuse à New York aussi. C'est une ville que j'adore. Parce qu'à New York, dans tous les sujets marketing et finance, dans la tech est développée, quoi. C'est bien sûr moins développé qu'SF, parce qu'SF, c'est vraiment le centre du monde là-dessus. Je regardais les chiffres, j'hallucinais. J'ai vu que 25% des PM, j'ai regardé les PM parce que c'est mon dada, mais au monde sont basés à SF. Donc, dans une ville, tu as 25% des PM. J'imagine que c'est après équivalent dans les devs et tout. Non, mais c'est incroyable. C'est les stats qui viennent de tomber, là. C'est là que tu te dis, waouh, t'as un quart du monde de la tech dans ce métier-là qui est basé dans une ville, qui est pas très grande en plus, c'est incroyable. Mais c'est vrai que j'y suis passé à New York en novembre et il y avait plein de boîtes super sur les sujets financiers, quoi, qui sont costauds, quoi. Non, il y a des boîtes super, c'est sûr. Après, il y a plein de... Je pense qu'en tout cas, nos early adopters au début étaient plus à San Francisco. Ok. Aussi, il y a différents players. Donc il y a signé des boîtes qui sont enterprise aujourd'hui, donc des boîtes traditionnelles, qui ne sont pas forcément connues d'ailleurs, mais qui sont très stables, etc., qu'on fait.
Il y a aussi faire des paris sur des boîtes très jeunes et qui vont aller très vite. Donc, par exemple, Together AI, qui est une grosse boîte d'infrastructure AI, on les a signés quand ils faisaient quelques millions de revenus. Maintenant, ils sont à plus de 100 millions et tout ça s'est passé. C'est une des boîtes qui a fait ce move hyper rapidement, je crois. Aussi plus rapidement que Deal, par exemple. Et donc, je pense que c'est surtout à San Francisco qu'on voit ce genre de phénomène. Donc voilà, mais je suis souvent à New York aussi et à Paris. Est-ce que, avant de repasser sur toi, Anne-Sybille, pour avoir ta version, tu penses que Lago serait moins développé si tu étais resté à New York ? Non, pas forcément. Je pense que... Et Paris ? Paris, un peu. J'adore encourager l'équipe à venir aux États-Unis, donc, que ce soit New York ou San Francisco, mais un hub. Parce que je pense que l'écosystème tech que j'adore à Paris, j'ai grandi entre guillemets avec cet écosystème, est trop petit, en fait. Donc, je pense que se dire que nous, on peut construire des géants software de France, c'est encore une sorte de doux rêve. Alors qu'en fait, à San Francisco, tu te balades, tu as vraiment des gens qui l'ont fait, quoi. Qui ont fait tous ces produits que tu utilises tous les jours. En fait, tu croises ces gens-là qui l'ont construit à San Francisco. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un peu ce shot d'ambition qu'on n'a pas encore en France, qui est en train de changer, parce qu'il y a des boîtes extraordinaires comme Mistral, H, etc. qui sont... et qui ont des bureaux là-bas. Qui ont des bureaux là-bas maintenant, mais qui sont principalement en France. Anne-Sybille ? Le choix pour New York ? Le choix pour New York, c'était déjà de manière assez organique en fait. Au moment de la série A, quand on a regardé nos chiffres, pas forcément le nombre de clients, mais vraiment le revenu, notre marché numéro 1 était déjà en fait North America, donc en Canada et US. Sans choisir parce que c'était de l'inbound du coup ? Sans choisir. Donc en fait, le rationnel, c'est que la plupart du temps, nos clients comparent le coût de la solution au coût du build in-house. Donc si en fait un software engineer coûte 2 à 3 fois plus cher aux États-Unis, en fait, potentiellement, ce qui se passe, en fait, ta licence, tu peux la vendre aussi 2 à 3 fois plus cher aux États-Unis. Ouais. Donc ça, gros sujet. Après, quand tu regardes aussi pas mal de success stories dans la tech, même il y a quelques années, des Criteo, des Dataiku ont rapidement bougé aux US. Donc ça, et chez Alcide aussi, en fait, post-série A. En fait, il faut quand même, je trouve, une assise financière quand même qui est réelle, parce que c'est un coût exorbitant. Et pour avoir ce peace of mind d'aller aux États-Unis en se disant, OK, là, je suis pas en train de faire n'importe quoi d'un point de vue financier, je pense pas que j'aurais pu le faire, par exemple, avant la série A. Mais post-série A, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait en tête, pareil, avec mon associé depuis le début, de se dire, OK, pourquoi il a fait YC ? C'est parce que ambition globale. Mais pour moi, c'est tout à fait faisable, pour le coup, de commencer à builder une boîte, un embryon de boîte en France ou ailleurs en Europe. Et en revanche, dès qu'il y a un semblant de PMF et quelques premiers clients aux US, vraiment de commencer à expand assez rapidement. Mais nous, par exemple, on n'a aucun client à San Francisco. Et on a pas mal de prospects. Donc, ça dépend vraiment, en fait, de qui tu targetes et aussi ton ICP. Et effectivement, nos clients et prospects sont principalement, je dirais, New York et Washington, D.C. Donc, t'as pas hésité avec San Francisco à un moment ? Si, quand même. Parce que l'année dernière avec Anto, on était allé justement aux US, à San Francisco, à New York. J'ai hésité. Et effectivement, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est où est notre marché, en tout cas à T0. Ouais, et toi, c'était clair. Moi, c'est quand même un peu plus... il y a quand même pas mal de sujets, institutions financières, grosses fintech, et voilà, ça fait sens aujourd'hui à New York, mais encore une fois, ne jamais dire jamais. Peut-être que d'ici quelques mois, Anto, je te dirai, OK. J'arrive. Mais je vais trouver les plus gros clients de France à San Francisco, et là, boum. Oui. Après, on recrute là, quand même toute la team Sales Go-to-Market à New York, donc... Très bonne transition. Voilà. Pour finir l'épisode, je voulais qu'on parle de ça. L'organisation. Donc, on a parlé de décalage horaire assez costaud quand on est à San Francisco notamment. Moi, je l'ai vécu. C'est vrai que le retour, pourtant, je collabore pas. Vous, c'est au quotidien. New York, ça se fait mieux. Les équipes sont où aujourd'hui pour vous deux ? Aujourd'hui, nous, c'est vraiment... peut-être d'ici la fin de l'année, je te donne la big picture, ça serait un tiers de la boîte à New York qui est vraiment go-to-market. Okay. Ouais. Les 2 tiers, donc c'est-à-dire product, tech et une partie d'ops en Europe, principalement en France. En gros, c'est un peu l'organisation qu'on target aujourd'hui, avec du coup les équipes principalement à New York et à Paris, donc 6 heures de décalage horaire. Voilà, avec, comme disait Anto aussi, faire voyager les équipes. Comme ça, voilà, c'est pas l'équipe de New York et l'équipe de Paris, mais c'est vraiment une construction commune qui est quand même hyper importante.
Anto, toi, comment c'est réparti? Nous, on a un tiers aux États-Unis. Donc tout le monde n'est pas à San Francisco d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est est-ce que tu autorises le remote? Du coup, tu as plus de... est-ce que quand tu as le bon candidat mais qu'il n'est pas dans ton hub originel, est-ce que tu acceptes ou pas? Donc c'est un autre sujet, mais tout le monde n'est pas à San Francisco et le reste est en Europe. Ok. Donc en termes d'organisation, ah oui, on a 3 personnes maintenant au Brésil aussi. Oh. J'essaie, ils viennent d'arriver. Ce qui est génial parce qu'en fait, ils couvrent la time zone US. Ouais. C'est 3 ingénieurs. Ils couvrent la time zone US, notamment pour les clients américains. Donc, on a ouvert ce hub pour supporter la time zone US. Qu'est-ce que je peux te dire? Tout le monde qui est à San Francisco se lève très tôt. Ouais. Et moi, je peux commencer d'école entre 6h30 et 7h. Donc, c'est quand même une gymnastique. Ouais, c'est clair. Faut embrace les points positifs. Donc, les points positifs, c'est que l'après-midi, plus de colle avec l'Europe. Donc, à part s'il y a des meetings avec les US, deep work. Donc, ça, c'est top. Donc voilà, oui, il faut... Dans la collaboration, par contre, quand tu crées un produit, tu as envie que tes ingénieurs, tes équipes produits parlent ou en tout cas aient un lien avec les équipes go-to-market pour pouvoir s'échanger de l'information. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des rituels particuliers qu'on fait quand on a des équipes décalées sur des fuseaux horaires? Je cherche le terme depuis tout à l'heure. On est en train de mettre ça en place. Ok. Honnêtement, il y a pas de formule magique, je pense. Ouais. Et il y avait une volonté pour vous deux de garder les équipes tech et produits en local en France, donc là, hormis les ingénieurs au Brésil? Ça s'est fait de manière assez organique. Après, non, d'ailleurs, on a des gens en dehors de la France. On a au Portugal. Qui sont tech? Ok. Portugal, Ukraine, Croatie. Enfin, on s'est dit qu'on allait faire une carte avec tout le monde. Donc, pas forcément. Je pense qu'on a aussi recruté des gens qui étaient intéressés par l'AGO parce que c'était open source. C'est aussi la beauté de l'open source pour le recrutement des ingénieurs. Complètement. Donc, pas forcément, non. Brésil, c'était très intentionnel en revanche pour la time zone et aussi avoir tout le monde dans le même pays. Donc, le Brésil, déjà, c'est grand, mais pas quelqu'un en Argentine, quelqu'un au Pérou et quelqu'un au Brésil. Mais pourquoi Brésil subitement alors que tu avais tout le monde en France C'était vraiment pour la time zone. Okay. Plus il y a d'utilisateurs américains, notamment à San Francisco, plus c'est dur de... en fait, on veut répondre toujours hyper rapidement. Comme c'est mission critical, il faut répondre rapidement. Et donc, il faut mieux avoir des gens sur la time zone. Mais tu pourrais embaucher à San Francisco des profils tech? Ah oui, c'est vrai. C'est une possibilité. Après, on pense que pour créer un hub d'ingénieurs, l'Amérique latine, c'était mieux. Ouais. Donc, déjà, il y a moins de concurrence en termes de marque employeur. Ouais. Parce qu'aussi, à San Francisco, le truc, c'est que tu es une boîte early stage. En fait, tu dois convaincre quelqu'un de bosser pour toi et pas à OpenAI, si jamais il a bossé à OpenAI. Ils peuvent partir très vite, ça coûte très cher. Oui, après, il y a plein d'avantages aussi. Mais je pense qu'au Brésil, c'était Brésil et Argentine, je pense, les deux pays shortlistés en termes de réservoir de talent. Il y avait des ingénieurs vraiment, vraiment très talentueux. Donc, ça nous a permis de recruter assez rapidement. Ok. Tu le vois pareil, Anne-Sybille? Yes, nous, principalement France, parce que si, on a tout simplement construit la boîte initialement de Paris. France, ouais. Donc, c'est sûr que c'est notre marché, on va dire, premier. Après, effectivement, on a des ingénieurs aussi au Portugal, en Italie. Après, par rapport au fait que le produit soit mission critical et qu'on ait besoin de gens worldwide, pour le moment, effectivement, c'est pas le cas, mais le but, c'est d'avoir effectivement des gens qui font du support sur différentes time zones. Donc, ce qu'on a fait pour le moment, c'est de mettre en place un système d'astreinte avec nos développeurs qui sont basés en France pour s'assurer que s'il se passe quelque chose en prod sur n'importe quelle plaque géographique, encore une fois, ça peut être, on a des clients à LA, on a des clients aux Philippines, même maintenant en Australie, s'il se passe quelque chose, quelqu'un réveille la nuit. Donc ça, c'est, on va dire, la méthode intermédiaire. Effectivement, idéalement, ce serait quand même d'avoir des gens sur différentes plaques géographiques. Et comme ça, il y aura plus de système d'astreinte. Mais pour le moment, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour finir, peut-être un conseil à des entrepreneurs qui voudraient commencer à penser à s'internationaliser. C'est comme un truc dont on parle beaucoup en France. Ce qu'on entend, c'est qu'ils le font souvent trop tard. C'est-à-dire que les équipes ont bien grossi en France. La culture, elle est très française, très francophone. Et après, série A, série B, ils ont su du financement, des subventions. Et on se dit, il faut aller aux US. Et il y a beaucoup de ratés. Est-ce que vous avez fait le même constat? Et quel serait le conseil que vous auriez à donner, comme vous l'avez fait beaucoup plus tôt, finalement? Moi, je trouve qu'on l'a fait assez tard. Ah ouais? Mais le conseil de notre partenaire à YC, c'est Nicolas Dessaigne d'Algolia, qu'on aime beaucoup.
lui, il nous a dit, en fait, faites-le quand, dans votre vie personnelle, vous sentez que vous avez vraiment envie de le faire. Et de toute façon, si vous n'êtes pas bien dans votre vie personnelle, du coup, vous allez être pas bien tout court pour la boîte. Et je pense que c'est un moment, le fondateur qui se relocate le sent, quoi. Et tu te sens que tu es prêt ou pas. Parce que c'est tellement... En fait, ça demande tellement d'énergie, en vrai. On va pas rentrer dans les détails, mais... Si, rentrons dans les détails, qu'est-ce qui demande de l'énergie, par exemple? Déjà, d'un point de vue admin, c'est... il faut faire le visa. Ensuite, quand tu pars de France, il faut que tu fasses une exit tax. Donc ça, si tu as la phobie admin, ce qui est mon cas, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, pendant un moment, tu te retrouves à déclarer des choses dans les 2 pays. Et ensuite, si tu n'as pas déjà une boîte aux US, il faut incorporer la boîte aux US. Nous, c'est déjà le cas parce que si tu es obligé à le faire. Ouais. Mais ça veut dire la compta des 2 côtés, ça veut dire tout des 2 côtés en fait. Et tout coûte plus cher aux US. L'assurance santé, la compta, etc. À chaque fois, je pensais qu'on me donnait un devis par an. Et en fait, à chaque fois, c'était par mois. Non, mais c'est vraiment pas une blague. Donc voilà, et puis les allers-retours, etc. Donc il faut se sentir prêt à le faire. Et ça dépend des phases de la vie, de la boîte, etc. Donc voilà, il n'y a pas de formule magique, je pense. Mais il faut vraiment être convaincu. Je pense qu'il y a aussi la partie leap of faith où on se dit, en fait, ça va servir. Ça ne va pas être immédiat, surtout dans des cycles de vente comme les nôtres qui sont longs. Mais il faut se dire, en fait, ça a du sens, quoi. Il faut en être convaincu. Et je pense qu'il faut organiser sa vie pour qu'elle soit bien aussi là-bas et avec les allers-retours, etc. Donc ça prend quand même pas mal de temps, je pense. Moi, je dirais... effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir quand même une assise financière quand même solide. Parce que comme tu disais, Anto, les coûts sont en double, les coûts sont astronomiques. Donc moi, je suis quand même contente d'avoir quand même buildé au début Formance en Europe. Et pour le coup, ce qui a été quand même hyper, on va dire, bénéfique, c'était de passer pas mal de temps sur place, alors même qu'on n'avait pas encore d'équipe, alors même qu'on n'avait pas encore une tonne de clients, etc. Ça, pour le coup, j'ai trouvé bien, et passer un temps long. C'est-à-dire pas uniquement quelques jours, mais de se dire, OK, en fait, je reste 1 mois aux US. Comme ça, tu vois aussi comment marche ta team quand t'es pas là, directement pendant 1 mois. Avec la différence, avec le décalage horaire, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça, pour le coup, assez bien de passer un temps long, avant même de se dire, OK, c'est bon, je saute et je prends la décision d'habiter full-time aux US. Trop bien. Est-ce qu'on a tout dit? Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a encore 1000 trucs à dire. Il y a des points qu'on n'a pas évoqués, que ce soit sur les US, sur l'open source, sur tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Vous êtes contente? Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, non? Bah ouais, moi je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon également, mais peut-être que vous avez des choses en tête. Bon, écoutez, très bien. Vas-y, réfléchis. Au pire, on fera un épisode demain et puis on le complète. Comment on peut vous aider? Recrutement. C'est des gens recrutement, c'est les sujets du moment. Recrutement, ouais. Quel profil? Je crois qu'on l'a un petit peu dit, mais en récap. Outbound. Outbound, donc la sales, il y a moins de gens, je pense, des sales qui écoutent. Je suis pas sûre qu'il faille garder la partie sur court nickel de Conto. Ok, d'accord. Bon, ça fait longtemps, mais alors, si vous avez écouté cette partie, n'écoutez pas cette partie. Ok. Effectivement, je pense qu'il y a toute la partie en recrutement, c'est clé, et le temps qu'on passe dessus. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, je pense que c'est en ce moment entre 25 et 30% de mon agenda. C'est vraiment le recrutement. Donc, recrutement aux US, mais effectivement, c'est plutôt sales. Ouais. Produit et tech, rien? Produit et tech, si, mais comme moi, là, en ce moment, je prêche pour ma paroisse, parce qu'il n'y a pas encore de sales. Mais oui, bien évidemment, on recrute toujours des très bons back-end engineers qui connaissent bien le secteur financier. Okay. Ça, on est toujours très, très, très friands et on recrute pas mal sur ces sujets, ouais. Top. Same, tout pareil. Tout pareil. Vous allez vous associer à la fin. Vas-y donc. Il y en a une qui va racheter l'autre. Non, ça va être... Non, moi, je reste pas pour travailler pour toi. Bon, très bon mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir provoqué cet échange. C'était trop, trop cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à jongler entre vous deux sur des sujets qui sont... en fait, c'est marrant parce que vous avez une approche quand même qui est très similaire sur un business qui est quand même un petit peu différent. Mais merci, il y a plein de trucs très intéressants qui vont aider plein de gens. Et j'espère qu'on se refait ça vite. Trop cool. Merci. À très vite, salut. À très vite.